C'est ainsi que Glissin appelle à passer du concept de territoire à celui de paysage. Je repère, dans les textes des Indiens précolombiens, qui ne se considéraient jamais comme les propriétaires, mais comme les gardiens de la terre. Il y a là une proposition qui est éminemment poétique, parce qu'elle change la manière dont on vit le paysage. Et cela est renforcé par le fait que, dans mes existences, j'ai très souvent consenti à ce que j'appelle l'errance, qui n'est pas d'errer à l'aveugle, mais qui est d'aller ailleurs, et peut-être, pour échapper s'il se peut, à la tentation de la propriété. Cela introduit à une autre sorte de rapport au paysage dans lequel on se trouve, ou dans lequel on a été mis, ou dans lequel on est né, autre que de la considérer comme son propre et légitime territoire. La pensée du système est la pensée du territoire. La pensée de l'errance, c'est la pensée du non-système et de la terre. La pensée du paysage n'est pas un fer souche, mais une relation. Il faudra nous rapprocher de la pensée de la trace, d'un non-système de pensée qui ne sera ni dominateur, ni systématique, ni imposant, mais qui sera peut-être un non-système de pensée intuitif, fragile, ambigu, qui conviendra le mieux à l'extraordinaire complexité et à l'extraordinaire dimension de multiplicité du monde dans lequel nous vivons. Traversé et soutenu par la trace, le paysage cesse d'être le décor convenable et devient un personnage du drama de la relation. Ce n'est plus l'enveloppe passive du tout-puissant récit, mais la dimension changeante et perdurable de tout changement et de tout échange. Cet imaginaire d'une pensée de la trace nous est consubstantiel quand nous vivons une poétique de la relation dans le monde actuel. Elle marque son territoire au parage du matin. D'oiseaux précoces, elle balise la ténèbre. Entre les flaques de ciel cernées d'obscur, elle devine un jour à naître et s'y destine, regard planté dans l'échancrure. On la croirait sœur des chouettes, les chevêches, les hulottes, mais elle guette l'alouette et devance de peu son tracé ivre. Lorsque celle-ci tarde à poindre, elle patiente et jalonne son espoir de blancs poèmes. Et toute cérémonie a ses rites, les siens consistent d'abord à imiter le chant des oiseaux, mais pour cela, il lui faut être seul, loin des oreilles ennemies, des regards méfiants, loin de ce monde où sa place, de jour en jour, s'amenuise. Et, entre les trilles, les roulades et les strophes flûtées de cette grande messe, de la nature et de ses amours, elle se récite l'histoire du merle bleu, venu de l'autre côté de la mer. Lorsqu'elle revient de ses sorties, ses yeux brillent étrangement, et elle ne voit personne. Ensuite, elle passe des heures sans parler. J'ai souvent pensé que si un jour quelqu'un essaye d'entrer dans son rêve, elle se dissoudra comme un fantôme. Nada hay más ejemplar y más sagrado que un árbol hermoso y fuerte. Cuando se ha talado un árbol y éste muestra al mundo su herida mortal, en la clara circunferencia de su cepa y monumento puede leerse toda su historia. En los cercos y deformaciones están descritos con facilidad todo su sufrimiento, toda la lucha, todas las enfermedades, toda la dicha y prosperidad, los años frondosos, los ataques superados y las tormentas sobrevividas. Y cualquier campesino joven sabe que la madera más dura y noble tiene los cercos más estrechos, que en lo alto de las montañas y en peligro constante crecen los troncos más fuertes, ejemplares e indestructibles. Los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe escucharles, aprende la verdad. No predican doctrinas y recetas, predican indiferentes al detalle la ley primitiva de la vida. Le soleil se lève, l'interstice s'estompe, le rythme s'accélère et le chemin se raccourcit. Une ligne, une bande, une surface, la marche s'éclaire et l'esprit s'éveille. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe,
Il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, lui dit-il. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as toujours été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien, je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta, « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. L'irréprochable, vois-tu, c'était nos promenades. Dans la forêt, une zone saccagée, semblable à un campement de gitans après le passage de la police. Arbres abattus, terre retournée, et les lumières affolées des petites fleurs jaunes courant en tous sens. Dieu vient d'être expulsé. Un poème de branches cassées est tombé de sa poche à son départ. Une toile d'araignée géante accrochée au tronc d'un sapin. Place Vendôme à Paris, où sont les bijoutiers de prestige, ils n'ont pas une merveille aussi rassurante quant au sens de la vie. Devant ce poème de bave et de lumière, je connais la gloire d'être au monde. Et je salue l'architecte à son œuvre bientôt détruite, car la police de la mort passe partout et sans arrêt. Quand je vis, la vie me manque. Je la vois passer à ma fenêtre, elle tourne vers moi sa tête, mais je n'entends pas ce qu'elle dit, elle passe trop vite. J'écris pour l'entendre. Quand je n'écris pas, c'est que quelque chose en moi ne participe plus à la conversation des étoiles. Les arbres, eux, sont toujours dans un nonchalant état d'alerte. Les arbres, ou les bêtes, ou les rivières. Les fleurs se hissent du menton jusqu'au soleil. Il n'y a pas une seule faute d'orthographe dans l'écriture de la nature. Rien à corriger dans le ralenti de l'épervier au zénith, dans les anecdotes colportées à bas bruit par les fleurs de la prairie ou dans la main du vent agitant son théâtre d'ombre. À l'instant où j'écris, j'essaye de rejoindre tout cela. Plus loin dans le bois, il y a le chemin sur lequel je marchais avec toi quand tu étais encore au monde. Les gestes étaient minutieux, monotones, automatisés par les années de pratique. Au pied de l'arbre, nous délacions la boucle de notre ceinture où était coincée, ronde de vie, la petite boîte que l'intendant avait remplie. L'or jaune semblait tirer d'un autre monde, un trésor ouvert sur la grisaille d'une autre. Nous y trempions le plumeau pendu à nos perches, il en ressortait jaune et poussiéreux. Puis nous colorions le champ. Notre tâche consistait à tendre les bras, très haut, et caresser de nos perches les fleurs qui recouvraient les branches. Il ne fallait pas en oublier une seule. Nos gestes devaient être sûrs et fermes. Nous les caressions jusqu'à ce qu'elles scintillent de reflets dorés, du rose décoloré de leurs pétales, que nous voyions peu à peu s'ouvrir et vibrer sous le baiser des plumes, semblait alors jaillir une lumière nouvelle. Nous rendions vie aux cerisiers. Le silence, le vide, l'horizon. Un instant où rien ne se passe, mais où le mouvement est palpable. Un rapace qui exécute son ballet aérien accroche mon regard. Un murmure de la ville, se mêlant au poème d'un étourneau, atteint mes oreilles. La brise m'apporte les parfums du printemps que je ne savais pas encore savourer. Je ressens la présence, la puissance de ce trésor insaisissable. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule qu'il suit. Celui qui marche seul peut parfois atteindre des lieux que personne n'a jamais atteints. En voyage, il est sûrement utile de savoir où on va ou de connaître de façon générale la direction que l'on emprunte. Mais n'oubliez pas que la seule chose qui soit réelle dans votre périple, en somme, c'est le pas que vous faites en ce moment. C'est la seule chose qui existe vraiment. Votre périple personnel a un but extérieur et un but intérieur. Le premier consiste à arriver à destination, à accomplir ce que vous avez entrepris de faire, à réaliser ceci ou cela. Et bien entendu, ceci implique l'avenir.
Mais si votre destination ou les pas que vous ferez à l'avenir monopolisent tellement votre attention qu'ils deviennent plus importants pour vous que le pas que vous faites maintenant, alors vous passez complètement à côté de la raison d'être de votre périple, qui n'a rien à voir avec l'endroit où vous allez, ni avec le geste que vous posez, mais tout à voir avec le comment des choses. Ce périple de vie n'a rien à voir avec l'avenir, mais tout à voir avec la réalité de votre conscience à cet instant même. Izora, ville aux 1000 puits, sourd, c'est du moins ce que l'on présume au-dessus d'un profond lac souterrain. Partout où les habitants, en creusant à la verticale de longs et sombres trous dans la terre, sont parvenus à puiser de l'eau. C'est jusque-là et pas au-delà que la ville s'est étendue. Son périmètre verdoyant répète celui des berges obscures du lac enfoui. Un paysage invisible détermine le paysage visible. Tout ce qui bouge au soleil est poussé par cette vague qui frappe enfermée sous le ciel calcaire de la roche. En conséquence, des religions de deux espèces ont cours à Izora. Les dieux de la ville, selon certains, habitent dans les profondeurs, dans le lac noir qui nourrit les veines souterraines. Pour les autres, les dieux habitent dans les seaux qui remontent accrochés aux cordes quand ils font leur apparition sur la margelle des puits, dans les poulies qui tournoient, dans les pales des moulins à vent qui remontent l'eau des formants, dans les structures des pylônes qui soutiennent les tarots des sondeurs, dans les réservoirs suspendus sur les toits au sommet des piquets, dans les arcs élancés des aqueducs, dans toutes les colonnes d'eau, les tubes verticaux, les flotteurs, les trop-pleins, jusqu'aux girouettes qui surmontent les échafaudages aériens d'Izora, ville qui s'élance tout entière vers le haut. La marche est une ouverture au monde qui invite à l'humilité et la saisie à vide de l'instant. Son éthique de la flânerie et de la curiosité en fait un outil idéal de formation personnelle, d'apprentissage par corps et tous les sens de l'expérience. L'homme qui marche demeure toujours à hauteur de l'homme, en sentant à chacun de ses pas l'aspérité du monde et la nécessité de se concilier amicalement les passants croisés sur son chemin. Il se décentre de soi et restaure le monde, l'inscrivant au sein de limites qui le rappellent à sa fragilité et sa force. L'expérience pédestre est une activité anthropologique par excellence, car elle mobilise en permanence le souci pour l'homme de comprendre, de saisir sa place dans les tissus du monde, de s'interroger sur ce qui fonde le lien aux autres.